La Chine et le monde, depuis 1949, est un sujet qui est tombé à la fois pour la série S scientifique, mais également pour les séries ES et L. Donc il faudra garder à l'esprit tout au long de ce corrigé qu'on ne traitera pas tout à fait de la même manière le sujet selon les séries. Donc nous y reviendrons de toute façon tout au long de ce corrigé. Donc la Chine, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un géant démographique, un géant économique, alors qu'en 1949, la Chine fait sa révolution, notamment à travers le personnage de Mao. Donc, il va s'agir, dans un premier temps, dans une introduction, de contextualiser un petit peu la situation de la Chine en 1949 pour expliquer progressivement son intégration sur la scène internationale et les modalités de sa puissance qui émergent progressivement. Donc, pour ce faire, nous allons faire face à deux grandes parties. Donc, une première grande partie, une puissance forte en Asie et limitée dans le monde. Donc ça, c'est la période qui correspond notamment au gouvernement de Mao. Donc, dans cette première partie, il s'agira ensuite de développer 3 points. Et dans une seconde partie, ça sera l'après-Mao, l'affirmation progressive de la Chine sur la scène internationale. Donc, dans ce grand 1, il fallait aborder un premier point important, le fait qu'en 1949, lorsque Mao arrive au pouvoir, il s'allie à l'URSS. Alors pourquoi il s'allie à l'URSS? Pour plusieurs raisons, donc différentes modalités. L'URSS cherche en Asie un pied d'appui, une puissance nouvelle pour pouvoir s'imposer également. Donc il y a une réelle assistance technique entre les deux puissances, mais également une assistance militaire. Donc, lorsque vous aviez évoqué ce point-là pour les S, c'était déjà bien. Pour les ES et les L, il aurait fallu un petit peu développer, notamment à travers des exemples sur le fait que la Chine est le bras armé de l'URSS, donc avec la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Cette alliance entre la Chine et l'URSS, entre deux puissances communistes, n'est pas définitive, n'est pas immuable, puisqu'il y a des motifs de rupture. Alors ces motifs de rupture, il fallait les aborder dans un second point. Donc ils sont de plusieurs natures. On va se rendre compte que finalement la Chine va reprocher certains éléments à l'URSS et à l'inverse, l'URSS va reprocher certains éléments à la Chine. Donc, pour les S, vous pouviez indiquer ces éléments. Donc il s'agit de la coexistence pacifique qui est refusée par Mao, donc cette volonté pour Khrouchtchev de s'allier progressivement à l'Occident. Et ce que l'URSS reproche à la Chine, c'est ce qu'on appelle le grand bond en avant, qui est décrié donc par l'URSS. Donc si vous aviez évoqué ça en S, c'était très bien. Il aurait fallu un petit peu développer pour les ES et les L, notamment sur qu'est-ce qu'une commune populaire avec le grand bond en avant en Chine, par exemple. C'était un très bon élément. Une fois cette rupture opérée entre l'URSS et la Chine, l'objectif de la Chine, ça va être de sortir de l'isolement, de son isolement, pour s'affirmer progressivement. Donc ce petit c est très important, puisque s'il est intégré au grand 1 pour la série S, il s'agira pour les ES et les L de bien le développer et peut-être, c'était tout à fait possible, d'en faire une partie à part entière. Donc, sortir de l'isolement, en quoi ça consiste? Donc, la Chine va progressivement s'apercevoir qu'à l'échelle de la planète, il y a un certain nombre de puissances émergentes auxquelles elle veut s'allier. Donc, elle prend la tête de ce qu'on appelle le tiers-monde. C'est une troisième voie, une voie de non-alignement face aux autres grandes puissances internationales. Cette sortie de l'isolement se fait également par un rapprochement des jeunes, notamment en Occident, grâce à la révolution culturelle. La Chine s'aperçoit progressivement qu'elle a un certain crédit auprès des populations jeunes d'Occident. Enfin, un troisième point dans ce petit c, c'est un point fondamental, c'est le rapprochement avec les États-Unis. Si la Chine avait pu refuser la coexistence pacifique à l'URSS, ici, elle tente elle-même un rapprochement avec les États-Unis, notamment par la venue du président Nixon en 1972, et la Chine est progressivement reconnue jusqu'en 1979, où elle l'est officiellement par les États-Unis. Donc une fois que vous avez abordé cette première grande partie, il s'agira de voir que cette sortie d'isolement mène progressivement la Chine à s'affirmer sur la scène internationale. Donc, un premier point, cette affirmation passe notamment par son ouverture au monde.
Cette ouverture est caractérisée par plusieurs éléments. Une première ouverture économique, hein, donc il s'agit ici d'en parler assez brièvement pour ne pas transformer ce sujet d'histoire en sujet de géographie. Donc une ouverture économique, l'économie devient réellement pour la Chine un levier de la puissance. Le gouvernement chinois est un gouvernement pragmatique et son ouverture au monde n'est pas un hasard, hein. Il y a d'ailleurs Deng Xiaoping qui dira à ses contemporains une citation que je vais citer: « Peu importe que le chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape des souris ». Donc si vous la connaissiez, c'était tant mieux. C'est un petit plus qui est toujours appréciable pour le correcteur. Donc une ouverture économique, donc l'économie comme levier de la puissance, également une reconnaissance politique, hein, notamment avec en 1971 l'intégration de la Chine à l'ONU. Et enfin, un dernier élément qui est important, puisqu'il s'agit d'un relais de la puissance, c'est la question de la diaspora chinoise et des investissements faits par le biais de ces populations migrantes à l'échelle internationale. Donc une fois que vous avez parlé de cette ouverture au monde, vous pouvez questionner finalement de savoir si la Chine est une grande puissance mondiale actuellement. Alors, la Chine peut être considérée comme une grande puissance mondiale, dans un premier temps parce qu'elle est la deuxième puissance économique depuis 2010. Elle a même intégré un organisme important qui est l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, en 2001. C'est une grande puissance mondiale puisqu'elle a également réussi à obtenir une certaine reconnaissance politique en intégrant différents organismes tels que l'ASEAN ou également l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui en 2001 permet de mettre en place une coopération régionale à l'échelle de l'Asie. Donc la Chine peut être considérée comme une grande puissance mondiale, on a pu le voir, mais il y a également des limites qui s'opposent justement à ce statut de grande puissance mondiale. Donc ces limites sont caractérisées notamment par le soft power, ce qu'on appelle la puissance douce, donc qui concerne notamment la dimension et le rayonnement culturel de la Chine à l'échelle internationale. Donc la Chine a conscience de ses faiblesses en termes de soft power et elle tente de pallier un petit peu ce biais, notamment par l'organisation d'événements internationaux tels que les JO de Pékin en 2008 ou Shanghai même accueille l'exposition universelle en 2010. Le soft power chinois est au final peu accepté à l'échelle mondiale puisque la population internationale, dans ses représentations, peut considérer la Chine telle qu'elle est, hein, un pays dont le régime est dictatorial, mais également un pays qui pose de nombreux problèmes en termes d'environnement au niveau de son non-alignement par rapport aux décisions prises à l'échelle du monde. Donc, une fois que vous avez abordé tous ces points, vous avez un devoir tout à fait complet. Hein. Il s'agissait vraiment de comprendre cette évolution, cette émergence d'une puissance chinoise depuis 1949, depuis sa révolution, jusqu'à son ouverture au monde progressive, jusqu'à devenir aujourd'hui une puissance incontournable à l'échelle de la planète, au même titre que les États-Unis d'un côté ou l'ensemble de l'Europe de l'autre.